Bonjour à toutes et à tous, et à Laurent du coup. Ce sont les tips des femmes de santé. Donc dans les petites annonces, on aura, un after work à Lyon qui a lieu le 27 mars, au soir. Donc si jamais il y a des Lyonnaises dans l'assemblée, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura la révélation des femmes de santé 2025 qui se fera à Sant'Expo le 21 mai sur l'agora de la Fédération hospitalière de France. C'est à 14h30. Donc si vous voulez nous rejoindre et découvrir les femmes de santé 2025, on vous donne rendez-vous le 21 mai. Et du coup, Inès aujourd'hui, elle va nous parler de l'intelligence artificielle. Alors, elle est spécialisée sur ce sujet. Elle est CEO de la start-up Luna qui innove pour la santé des femmes et notamment pour l'endométriose. Tu as été lead data scientist dans une start-up de la Silicon Valley et tu es également experte pour le collège numérique France 2030. Et d'ailleurs, tu interviens dans des écoles, dans des entreprises sur ce sujet. Tu disais même que tu voulais voilà, rendre l'IA accessible à toutes et tous. Et au niveau un peu plus perso, Inès, elle vient de faire son premier semi-marathon la semaine dernière. Donc, bravo Inès. Bravo! Du coup, je te cède la parole, Inès. On prendra Yes. toutes les questions à la fin. Et juste pour info, on enregistre parce qu'on rediffuse après sur la chaîne YouTube du collectif. Donc, si jamais vous voulez enlever vos caméras, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Inès, d'être avec nous. Trop bien. Merci Margot pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis honorée de pouvoir vous parler de mon sujet préféré, qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'idée pour moi, ça va être vraiment de faire en sorte que d'ici 13 heures, vous ressortiez d'ici en ayant compris les fondamentaux de comment ça fonctionne. Et en fait, comme vous l'avez très bien dit au début de cette session, l'IA, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus là depuis quelque temps. Ça va pas faire en s'arrangeant pour celles et ceux qui aimeraient ne plus en parler. Bien au contraire, je pense qu'on va encore plus en parler dans les années qui suivent. Et ça va sûrement amener vers des changements, etc., dont on pourra parler ensemble. Donc clairement, moi, je suis plutôt dans la dynamique de faire en sorte que tout le monde ait un minimum de connaissances sur le sujet, parce que c'est un sujet de société, en fait, et que c'est essentiel que tout le monde puisse se saisir d'un sujet comme celui-là. Ce que je vais faire là, c'est vous parler un petit peu de comment, essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Et je vais aussi vous faire passer des slides. Je pourrais vous les envoyer par mail si vous souhaitez après. Donc l'important là, c'est juste de vous concentrer avec moi et avec ma voix pour l'instant et de faire en sorte de comprendre les fondamentaux. Alors, donc en fait, avant de comprendre l'intelligence artificielle, il faut comprendre l'intelligence humaine. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle est fortement inspirée de l'intelligence humaine. Bon, je vais pas faire un débat philosophique là sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Je vais plutôt essayer de comprendre avec vous euh, comment fonctionne en fait le cerveau humain, dans le sens comment nous, en tant qu'humains, on arrive à apprendre des choses. Donc m'intéresser au human learning, on va dire, et donc au learning. Aujourd'hui, si vous y réfléchissez de manière extrêmement simple, comment notre cerveau apprend des choses? En fait, quand on est enfant, au fur et à mesure, on grandit, on voit des choses qui se passent, on nous explique des choses autour de nous, et au fur et à mesure, à force de voir un premier exemple, un deuxième exemple, un troisième exemple, etc., on commence à faire des conclusions dans notre tête, généraliser des choses dans la tête et apprendre ces choses-là. Je vous donne un exemple très concret. J'ai 3 ans, je vais me promener au parc avec une personne de ma famille. Cette personne de ma famille va me dire: ah bah tiens Inès, il y a un banc, tu peux t'asseoir. Donc la première fois, c'est la première fois de ma vie que je vois un banc. Je sais même pas ce que ça veut dire un banc, mais bon, je vois que cette forme-là d'objet, on la nomme souvent banc. Une autre fois, je vais dans un autre parc différent du précédent. Il y a un autre banc qui n'a pas les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques en détail, parce qu'on n'est même pas au même endroit. Mais finalement, il y a quelqu'un d'autre qui me dit: ah bah tiens, il y a un banc, tu peux t'asseoir, donc je m'assois. Et donc, au fur et à mesure des années, je comprends que à cette forme-là d'objet, dans ce type de lieu public, on peut nommer cet objet-là un banc.
Et cet objet-là sert à s'asseoir, et s'asseoir, c'est... Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc ça, c'est typiquement la manière avec laquelle aujourd'hui, nous, on apprend. On voit des exemples, différents exemples, et grâce à ces différents exemples, on arrive à généraliser. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, moi, là, si je vais au parc Monceau à Paris, je vais voir un banc, potentiellement, je ne l'ai jamais vu de ma vie, et pourtant, je suis sûre qu'il s'agit d'un banc, et je suis sûre que je peux m'asseoir dessus. Comme quoi, en fait, grâce à des exemples, j'arrive à prendre de la hauteur, généraliser, et tirer un peu une conclusion, entre guillemets. Donc ça, c'est nous, comment, de manière très très simple, on arrive à apprendre des choses, c'est grâce à des exemples, grâce à de l'expérience, du vécu. Maintenant, l'idée, c'était de se dire, OK, donc ça, c'est super. Comment on fait maintenant pour transmettre cette manière-là d'apprentissage à une machine? Et donc, de la même manière, en fait, on s'est amusé à faire ça, à savoir prendre, par exemple, si je reste sur mon exemple de banc, je vais prendre plein de photos de plein de bancs différents, et toutes ces photos-là de bancs, je vais les taguer bancs, et je vais les proposer à mon ordinateur. Ce qui est intéressant, en fait, c'est non pas que de lui donner des photos de bancs, mais peut-être, par exemple, lui donner des photos de bancs et des photos de chaises, par exemple, ou des photos de canapés. Et de lui dire: «Bah, regarde, ça, c'est un banc, ça, c'est un canapé, ça, c'est un banc, ça, c'est un autre banc, ça, c'est un canapé». Et donc, en fait, je vais lui donner un tas d'exemples. Par exemple, 1 000 000 d'exemples de bancs différents, 1 million d'exemples de canapés différents. Pour chacun des exemples, je vais venir apporter un label. Ça, c'est le mot technique, label. Donc label canapé ou label banc. Et donc, ce qui va être intéressant, donc comment ma machine, elle va traiter tout ça? En fait, typiquement, si on parle d'une image, en fait, une image pour une machine, donc déjà, il faut savoir que votre ordinateur, lui, il comprend que des 0 et des 1. Donc tout ce que vous faites sur votre ordinateur, à un moment donné, est compilé de sorte que c'est traduit, si vous voulez, en 0 et en 1, et votre machine, elle comprend que des 0 et des 1. Donc comment la machine, elle va passer d'une photo, ou plutôt de 2 millions de photos de bancs et de canapés associés au label banc ou canapé, à des 0 et des 1? Bah, en fait, la machine, ce qu'elle va faire, c'est que pour chaque photo, elle va diviser la photo en petits carrés, comme des mosaïques. Et en fait, chaque petit carré, qu'on appelle un pixel, elle va lui associer un nombre. Ce nombre-là, il sort d'où? En fait, ce nombre-là, il caractérise la couleur de ce petit carré. OK? Les couleurs, vous le savez peut-être, on peut les caractériser en termes de, enfin, les 3 couleurs primaires, et on a des nombres qui nous permettent de dire, ce petit carré, si c'est, tel nombre, tel nombre, tel nombre, alors ça donne telle couleur. Donc on passe d'un petit carré qui caractérise une couleur à des nombres, et ces nombres-là, on peut les, traduire, si vous voulez, en une série de 0 et de 1. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que votre machine, elle va prendre chacune des images, elle va les quadriller, elle va transformer chacun des petits carrés en des nombres. Tout ça, toutes ces étapes-là dont je vous parle, on appelle ça, dans le jargon, le pre-processing. C'est-à-dire toutes les étapes qui permettent un peu de préparer ma donnée pour que je puisse la comprendre et la traiter. Et donc, une fois que la machine, elle a fait son étape de pre-processing, en fait, l'enjeu là, c'est de faire en sorte que la machine, elle arrive à comprendre à quoi ressemble un banc et qu'est-ce qui distingue un banc d'un canapé. Et là, comment ça va se passer? En fait, là, ça va être des mathématiques et des statistiques. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que la machine, en fait, il va y avoir une série d'algorithmes qui vont se mettre en place et qui vont s'amuser à essayer de comprendre quelles sont les différences entre les images de bancs et de canapés qui font d'un banc un banc et d'un canapé un canapé. Je vous donne un exemple. Un banc, en général, les bords d'un banc, les coins sont droits. On est d'accord, c'est des angles droits habituellement. Un canapé, c'est peut-être un peu plus confortable, donc potentiellement c'est plutôt arrondi. Et donc en fonction de si c'est arrondi ou droit, par exemple, les couleurs qui vont s'afficher sur les images ne sont pas les mêmes. Et donc en fait, si je caricature, la machine, elle va par exemple se rendre compte que souvent au pixel numéro 356, c'est souvent foncé quand c'est un banc, et c'est souvent clair quand c'est un canapé, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, en fait, elle va s'amuser, donc la machine, à appliquer des statistiques là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait d'un banc un banc, qu'est-ce qui fait d'un canapé un canapé. Donc, elle va réussir quelque part à prendre de la hauteur et généraliser et tirer un peu des règles.
là-dessus. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que demain, je vais au parc, je prends la photo d'un nouveau banc qui n'appartient pas à la base initiale de toutes les photos de banc que j'ai proposées à ma machine. Je propose cette photo à ma machine. Et en fait, l'idée là, c'est quoi? C'est que la machine, alors qu'elle n'a jamais vu cette photo de sa vie, elle puisse en fait me dire si elle pense que c'est un banc ou un canapé. Donc, elle va me faire une prédiction de si elle pense que c'est un banc ou un canapé grâce aux 2 millions d'informations qu'elle aura accumulées précédemment. Et donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que la machine, en fait, elle va jamais nous dire ah, Inès, j'en suis sûre, ça c'est un banc. En fait, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toujours nous donner en sortie une probabilité d'être un banc ou d'être un canapé. Donc, par exemple, elle va me dire Inès, je pense que c'est à 85% un banc et 15% un canapé. Et en fait, c'est là où nous, humains, on intervient. On va venir déterminer un seuil d'acceptation, qui est un seuil à partir duquel on va dire si la machine, elle est sûre au moins à tant de pourcents que c'est l'un ou l'autre, on va admettre que c'est ça, même si de temps en temps, ça va être faux. Et donc, évidemment, ce seuil, il joue un rôle très important. Et comme là, on est à femme de santé, ben, en santé, typiquement, ce seuil, il est assez élevé. Parce qu'en fait, on ne va pas s'amuser à dire si c'est une machine qui analyse des mammographies pour savoir si on a un cancer du sein, exemple, ou autre, on ne va pas s'amuser de manière un peu fortuite à dire ah ben oui, c'est un cancer du sein, alors qu'on est sûr uniquement à 55%, par exemple. On a plutôt envie de s'approcher des 95% en général, 98% parfois en santé, pour pouvoir donner une information la plus précise possible. Voilà, donc ça c'est globalement comment ça fonctionne. Ok. Là, je vous ai expliqué pour les images, parce qu'en fait, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est assez imagé, donc on comprend normalement comment ça se passe. Mais en fait, concrètement, c'est la même chose. Enfin, ça, c'est le concept général de comment ça fonctionne une intelligence artificielle, enfin l'intelligence artificielle. Bon, j'espère que cette partie est claire, donc je vais avancer. Euh, Vous expliquer un petit peu déjà, enfin, sachez que l'intelligence artificielle, donc c'est pas quelque chose qui est né avec ChatGPT, bon, vous le savez sûrement, c'est pas quelque chose qui est récent, même si on en parle beaucoup en ce moment. C'est quelque chose qui est né vers les années 50. Donc ça fait bien plus de 70 ans à peu près qu'on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc le père fondateur de l'intelligence artificielle, petit point histoire, c'est monsieur Alan Turing, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel que je vous recommande d'aller regarder. Il y a un film qui s'appelle Imitation Game sur Netflix. Je n'ai pas de part chez Netflix, mais je vous recommande ce film qui parle de la machine Enigma, etc. En fait, Alan Turing, pourquoi est-ce que c'est le père fondateur de l'intelligence artificielle? En fait, dans les années 50, il a publié un papier scientifique qui s'appelle Can Machines Think? Est-ce que les machines peuvent penser? Et en fait, il a créé un test qui s'appelle le Turing Test. Et le concept du test en 2 mots, c'est qu'en fait, il va mettre un humain, un ordinateur et un juge. Ok. Le juge va poser une question à la fois à l'humain et à l'ordinateur. Et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que le jour où le juge n'est plus capable de distinguer laquelle des réponses vient de l'humain et laquelle des réponses vient de l'ordinateur, ce jour-là, ce sera un jour où on va considérer que les machines peuvent penser. Bon, bref, il a écrit plein de choses sur le sujet. On va passer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle? C'est ça qui est intéressant. En fait, donc, c'est quelque chose qui existe, comme je vous ai dit, depuis 70 ans. Évidemment, dans les années 50, on n'avait pas du tout les mêmes moyens et les mêmes ressources qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue technologique. L'une des révolutions, on va dire, technologiques qui a fait que l'intelligence artificielle a été vraiment démocratisée, c'est le cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cloud, de manière très simple, c'est quoi? C'est je suis à Paris en ce moment en train de vous parler avec mon petit ordinateur, mais donc mon ordinateur a des capacités données, ok? C'est un ordinateur normal, on va dire, capacité normale, standard. Si j'ai envie de faire tourner un algorithme qui demande beaucoup de puissance matérielle, donc beaucoup de puissance de ressources matérielles que je n'ai pas concrètement sur mon ordinateur. Donc avant, il y avait 2 options. Avant le cloud, ben moi, Inès, je ne pouvais pas faire ça, donc
pouvais pas accéder à tout ça, et je pouvais pas m'amuser à apprendre des choses là-dessus. C'était uniquement réservé, on va dire, aux gros labos de recherche, par exemple celui du MIT ou de Google qui ont publié énormément de papiers sur l'IA auparavant. Donc en gros, soit je fais partie d'une unité qui a des ressources, qui a des moyens et qui peut donc faire des choses, donc réservé à une minorité absolue de la population dans le monde, soyons clairs. Soit après le cloud, qu'est-ce qui se passe? Le cloud me permet, à moi, Inès, qui habite à Paris, d'aller utiliser les ressources d'un ordinateur qui est je ne sais pas où dans le monde et qui est 10 fois plus puissant que mon ordinateur. En fait, le cloud, de manière très simple, c'est la possibilité d'utiliser un ordinateur autre part dans la planète. En fait, c'est plutôt utiliser un serveur. Ce qui distingue un serveur d'un ordinateur, c'est qu'un serveur, c'est un ordinateur sans écran, pour faire simple. Donc, en gros, je vais juste utiliser un serveur quelque part d'autre dans la planète. Et donc, exceptionnel, ok. Et donc, génial, je peux utiliser des ressources conséquentes auxquelles, à la base, moi, j'aurais pas eu accès. Et donc, en fait, ça permet de donner la chance à tout un chacun, partout dans le monde, avec juste un ordinateur, une connexion Internet, d'aller s'amuser, d'aller creuser et de voir des choses. Donc ça a permis déjà en fait, d'intégrer énormément de cerveau, on va dire, dans la recherche sur l'intelligence artificielle, dans les algorithmes qu'on propose, etc. Aujourd'hui, pourquoi on en parle encore plus? Parce que le cloud, quand même, ça fait des années, c'est pas là tout de suite. Aujourd'hui, on en parle encore plus et on parle en particulier d'IA générative. Donc, je vais répondre à cette question que peut-être certaines ou certains ont parmi vous. En fait, l'IA générative est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Quand vous voulez parler de manière extrêmement peu rigoureuse, mais avec certitude, dire intelligence artificielle vous permet d'englober le tout. C'est le truc le plus gros possible. C'est comme si je disais mathématiques et dedans il y a géométrie, arithmétique, etc. C'est normal que vous ne voyez pas les slides parce qu'il n'y en a pas, je vais vous les envoyer par mail, mais là il faut juste m'écouter. Donc mathématiques, géométrie, arithmétique, etc., etc. Donc de la même manière, intelligence artificielle, et après vous avez plein de sous-branches. Dans les sous-branches, on va dire, il y en a une qui est tout en bas à la limite aujourd'hui, qui s'appelle l'IA générative. Le concept de l'IA générative, c'est une intelligence artificielle qui ne va pas uniquement prédire si c'est un banc ou un canapé, qui ne va pas uniquement accumuler des connaissances et nous dire ah c'est ça ou ça. En fait, l'IA générative, en fait, elle va nous permettre de générer de l'information, en particulier du texte. Bon, pas que, mais du texte, des images, etc. Comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne exactement de la même manière que les bancs et les canapés. En résumé, je vous explique. L'IA générative, c'est quoi? En fait, c'est des algorithmes qui sont allés lire. En fait, on leur a donné en exemple, en entrée, en apprentissage, toutes les informations qu'on peut trouver sur le web. C'est par exemple GPT-3, par exemple, s'est amusé à lire tous les articles qui sont sur Wikipédia. Et tous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, par exemple. Après, ça reste des articles sur Wikipédia, donc potentiellement, il y a des erreurs, des choses qui sont correctes, des choses qui sont moins correctes. Évidemment, ce n'est pas que les articles sur Wikipédia, ça peut être des articles de recherche, ça peut être tout un tas d'informations sur le web. Ça pose d'ailleurs des questions sur, on va dire, la propriété de ces articles. Est-ce qu'une IA a le droit d'aller s'entraîner avec tout ça ou pas par rapport à l'auteur, les droits d'auteur, etc. Bon, je passe. Et donc, en fait, ces IA sont allés lire toutes ces informations-là, donc ont énormément de connaissances sur un tas de sujets, à l'inverse de, par exemple, l'IA dont je vous parlais des canapés et des bancs, qui est très spécifique, en fait. Elle sait juste dire canapé, banc. Donc, si je vais lui donner une pomme en photo en entrée, bah, elle va être perdue, quoi. Elle va quand même me dire que c'est à X% un banc et à X%, à Y% un canapé, quoi. Vous voyez un peu le truc. Là, c'est un truc hyper généraliste. Et l'idée, c'est que comme cette IA hyper généraliste, c'est super. Moi, avec un prompt, donc un petit texte que je vais lui donner en entrée, c'est le petit texte que vous mettez par exemple sur ChatGPT ou sur n'importe quel autre outil du même genre, je vais venir spécialiser mon IA. C'est comme si en gros je prends un stagiaire dans mon entreprise qui connaît plein de choses générales, et là, pendant 2 mois, onboarding, je vais lui expliquer qu'est-ce qui est spécifique dans mon entreprise. Donc même histoire avec le prompt. Et grâce à ce prompt, plus ce prompt est précis, et plus cette IA va pouvoir me générer des informations en fonction de toutes les connaissances qu'elle a, plus de toutes les spécificités des règles que je lui ai apportées en particulier.
Bon, je vais m'arrêter là pour avoir vos questions. Merci Inès. Oui, en effet, on laisse un petit temps pour les questions. Juste, je réponds à Héloïse, il n'y a pas de slides, on va vous les envoyer après les slides. Inès, elle me les enverra et je ferai un mail groupé. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et caméras. Vive les bancs et les canapés. Catherine, tu as une Catherine, question? yes. Salut Inès, Salut. merci énormément pour ce topo lumineux. Moi j'ai une question, selon toi personnellement, dans quel domaine tu penses que l'IA va faire avancer la société et en particulier la santé et les droits des femmes? Ben, dans le domaine de la santé, hein, la réponse est dans la question, Catherine. Moi, je pense que... Enfin, en fait, donc l'IA, à mon sens, si elle est bien utilisée, donc avec des réglementations, etc., chose qui est en train d'être mise en place en Europe, typiquement, peut être salvateur sur un tas de thématiques. En particulier la santé, parce qu'à mon sens, la santé est une industrie dans laquelle on peut avoir un impact très fort sur les humains. Je veux dire, si notre santé est touchée, on peut plus rien faire, quoi. Le Covid a été un bel exemple pour montrer que, voilà, quand il n'y a plus la santé, il n'y a plus rien, en fait. Donc, moi, ça me paraît être un secteur à très fort potentiel pour l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en santé, comme tu le sais, Catherine, il y a énormément de... Enfin, la recherche prend beaucoup de temps, par exemple. Pour sortir un médicament, parfois il faut attendre 20 ans. C'est des sommes qui sont colossales, parfois aussi, qui doivent être engagées. Et en fait, moi, typiquement, l'IA à la santé, bah, en fait, typiquement, l'IA sur la santé des femmes, énorme sujet, parce que la santé des femmes fait partie des sujets malheureusement oubliés depuis très longtemps en termes de recherche, typiquement. Il y a très peu de papiers de recherche en santé des femmes en général, si je le compare avec tous les papiers de recherche sur toutes les pathologies qui concernent hommes et femmes ou exclusivement les hommes. Enfin, c'est vraiment, c'est incomparable, mais tu le sais déjà. Et donc, clairement, en fait, on a un retard qui a été accumulé. Et je pense que l'IA peut nous aider à bridge the gap, comme ils aiment dire les Américains, enfin à aller combler ce retard, parce qu'on peut aller beaucoup plus vite avec enfin, énormément de données qu'on va pouvoir venir accumuler. Bon, le point crucial que j'aimerais, enfin, avec lequel il faut absolument sortir de ce tips, c'est qu'en fait, l'IA ne sert à rien sans les données. Vous l'avez compris. Enfin, si vous n'avez pas les exemples des bancs et des canapés, enfin, vous pouvez rien faire en fait. Et donc en santé des femmes, ça fait partie des sujets, c'est-à-dire que on a très peu de données aujourd'hui, comparé, je veux dire encore une fois, aux autres thématiques. Et donc il y a un vrai sujet de comment on fait aujourd'hui pour collecter la donnée et aller beaucoup plus vite. Bon, moi je suis assez optimiste là-dessus. Il y a une stat qui disait que 90% des données sur le web aujourd'hui euh, ont été générées uniquement depuis 2016, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, on génère beaucoup plus de données, on collecte beaucoup plus de données qu'avant. Rien qu'à voir les objets connectés, les téléphones, etc. Enfin, tout ça n'existait pas auparavant. Donc tout ça aide, à mon sens, à faire en sorte qu'il y a un retard qui soit comblé. Et au-delà de ça, il y a par exemple les maladies rares, qui sont des maladies où finalement la santé, j'ai envie de dire, n'a pas toujours été au rendez-vous pour des sujets économiques, parce qu'en fait, c'est pas rentable de faire un médicament pour aussi peu de personnes, c'est pas rentable de faire des études cliniques pour aussi peu de personnes, et ainsi de suite, ce qui est pour moi horrible à dire. Et enfin, moi, je déteste cette partie-là de la santé qui existe, et c'est comme ça. Ben, typiquement, si ça va coûter beaucoup moins cher et que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, forcément, on va pouvoir, à mon sens, soigner beaucoup plus de gens et beaucoup mieux. Merci Inès. En plus, tu as répondu à ma question sur les données en même temps. Est-ce qu'il Trop y a bien. d'autres questions? Alors moi Oui, j'en ai une petite. ouais, Pardon. moi aussi. Ah bah vas-y. Euh, Inès, enfin moi c'est mon sentiment, mais je voudrais que toi qui connais le marché américain,
Moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a une frilosité des médecins, de tout ce qui est réglementation, qui fait que par rapport à toutes les opportunités formidables que l'IA propose aujourd'hui et commence à proposer, on ne va pas assez vite et du coup, ça ne va pas forcément dans l'intérêt du patient, même si évidemment, on ne peut pas, comme tu disais, valider des IA qui ne sont pas assez précises, mais il faut quand même qu'on puisse profiter de tout ça, quoi. Mm. En France, en tout cas. Ouais. Bah, ça, c'est une excellente réflexion. Je pense que de tout temps, et l'IA ne déroge pas à la règle, innovation et réglementation, ça a toujours été un sujet, en fait. Comment on fait, en fait, pour mettre en place des réglementations pour préserver un minimum, on va dire, l'éthique et la culture sociale, et la culture de la vie privée, etc., que nous, qui est très forte, en fait, en Europe comparée à d'autres régions dans le monde. Et en même temps, se dire comment on fait pour réglementer tout ça et border tout ça sans être freiné et être à la ramasse, quoi. Mm. À ça, enfin, moi, j'ai pas de réponse, à savoir que je pense que certains diront que oui, on est freiné, et d'autres diront que il faut faire comme ça et que dans quelques années, ça va payer. En fait, bon, je pense que personne ne peut voir l'avenir et savoir vraiment si c'est quelque chose de positif ou pas. Moi, j'aime bien revenir sur des choses très tangibles et factuelles. La réglementation de protection des données personnelles, la RGPD, qui fête, je crois, c'est 9 ans cette année ou quelque chose comme ça, 8 ou 9 ans cette année. Ben, au début, quand l'Europe a décidé de mettre ça en place, tout le monde était frileux et disait que c'était pas une bonne idée, que ça allait contraindre tout le monde et ça ralentit le développement logiciel, etc. Aujourd'hui, tout le monde est content que ça existe et c'est un succès, entre guillemets. Bon. Après, RGPD versus IA, quand même, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, j'ai envie de dire. Mais je pense que la France, aujourd'hui, en tout cas, essaye de faire en sorte de rattraper ce retard. Ce qui est intéressant à savoir, par exemple, bah, tu parlais des États-Unis. En fait, aux US, ce qui est assez drôle, c'est que dans toutes les grosses boîtes un peu connues, genre Google, Meta, etc., souvent les big boss en IA dans ces boîtes sont des Français. Moi, avant, j'avais en mentor une femme assez exceptionnelle que je vous conseille de suivre qui s'appelle Jennifer Prentke, qui est aujourd'hui la chef de Google DeepMind, à savoir la branche IA de Google, et qui est française. Vous avez aussi Yann Lequin qui travaille chez Meta, qui est français, qui est le chef de toute la partie Meta AI, mais depuis, je sais plus, 10 ans, 20 ans peut-être, enfin depuis très longtemps, quoi. En fait, il y a beaucoup de Français qui sont très bons parce qu'en fait, l'IA repose fondamentalement sur des stats et des maths, et qu'en France, on est très bon sur ces disciplines-là, en fait. Le gros sujet, à mon sens, c'est pas tant la réglementation, c'est plus comment on fait pour rapatrier les talents, voire pour que ceux qui sortent aujourd'hui et sont diplômés aient envie de rester. Et c'est vrai que le climat aujourd'hui politique est ce qu'il est et encourage et n'encourage pas à la fois ces différentes personnes. On citera quand même Mistral qui est réussi avec brio aujourd'hui à être extrêmement compétitif vis-à-vis des autres modèles qui existent. Donc je vous recommande d'utiliser le chat, d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, qui est le concurrent, si je puis dire, de ChatGPT et d'OpenAI et qui est une solution française qui apporte des réponses vraiment, les performances sont géniales, quoi. Ok. Voilà. Ok, merci Inès. Merci Inès. Laurent, prends ta question et Alexandra, on finira avec ta question. Merci. Juste pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, ça me fait penser quand j'étais un peu plus jeune, lorsque l'Internet arrivait dans les années 2000 et qu'on parlait de la gestion des données de Big Brother. Si on reprend les images d'il y a 25 ans sur on va mettre notre nom sur un truc, on ne sait pas où ça va aller, quand on voit maintenant ce qu'on voit partout, 25 ans plus tard, on peut s'interroger. La question que j'avais, moi, Inès, c'était, avec ton expertise, on entend beaucoup parler de l'IA côté homme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes apparemment dans le secteur et que parfois les questions qu'on peut poser sur l'IA, un jour tu m'as fait un test sur la carrière, une carrière quand tu es une femme et que tu peux proposer à l'IA la question et on te répond sur une carrière d'homme,
entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Comment ça évolue, ça, au niveau... T'es une exception dans Homme le milieu H de... minuscule, on est Oui, on d'accord, est hein, j'ai bien d'accord. compris. Ok. On est d'accord. Ok. Ma question, c'est toi, justement, là-dedans, dans ce milieu-là, quel conseil tu donnerais Mm. effectivement aux femmes sur ce sujet-là qui est aujourd'hui, enfin, de ce que j'en entends, très, très masculin, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, si je récapitule un peu la question et de manière un peu trash, on va dire, l'IA aujourd'hui apporte des réponses qui sont souvent, enfin, qui peuvent avoir des biais de genre ou d'autres types de biais sociaux, quels qu'ils Tout à soient, et fait. culturels, etc. En fait, ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que, ben, donc, comme je vous ai expliqué, donc, à un algorithme, on va lui donner des exemples, on est d'accord. C'est pas, enfin, je donne un exemple, c'est complètement apolitique ce que je vais dire, hein, mais globalement, si je prends un média, je sais pas, je prends tous les articles de Europe 1, hop, tous les articles de, je sais pas moi, Mediapart, ok? Si j'entraîne mon IA avec que les articles de Europe 1 ou que j'entraîne mon IA avec que les articles de Mediapart, ben, mon IA, elle pense pas de la même manière parce que finalement, ces articles-là, sources, ne disent pas les mêmes choses avec les mêmes mots et avec les mêmes, on va dire, lignes, fil conducteur de pensée. Et donc, il y a un vrai sujet sur, comment est-ce que j'entraîne mon IA, à partir de quelles données? Si on est, je caricature, mais si on est tous des hommes blancs de 30 ans à réfléchir dans la salle pour imaginer quelle source on va prendre pour entraîner notre IA sur une thématique donnée, moi, mais je pense que ça ne, enfin, je suis pas la seule ici à penser que globalement, enfin, on va avoir une source qui va être biaisée parce qu'un homme blanc de 30 ans pense être la meilleure source pour apporter la solution. Et donc concrètement, enfin, en fait, la réponse est très simple. Pour faire une IA, à mon sens, qui fonctionne, il suffit d'avoir des équipes très diversity oriented, quoi. En fait, enfin, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, des personnes racisées, des personnes peut-être qui ont des croyances différentes, qui viennent de milieux sociaux différents. En fait, enfin, il faut vraiment qu'il y ait énormément de personnes très différentes qui soient représentatives finalement de la société qu'on a aujourd'hui. Si on a que une poignée de personnes qui représentent une minorité ou pas, mais en tout cas qui ne représentent pas les minorités, forcément les IA, enfin les modèles d'IA qui vont sortir vont avoir un certain nombre de biais. Et donc très important en fait de faire en sorte que ces équipes existent. Et en fait, pour que ces équipes existent, il faut remonter à la source, à savoir, il faut faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de femmes qui fassent des études scientifiques, qui fassent des études d'ingénieurs, qui se spécialisent en intelligence artificielle. Enfin, le parcours est long. Moi, pour vous donner un exemple, on était 10 sur 150 femmes dans ma promo en ingé. Donc, ça vous donne un peu une idée de... non, pardon, on était 10 femmes sur 150 personnes, hein, vous avez compris. En prépa, on était 3 ou 4 sur 40. Donc en fait, enfin, il y a un problème déjà à ce moment-là. Enfin, on peut pas se dédoubler et aller dans plusieurs équipes en même temps, quoi. Donc c'est ça le sujet. Voilà. Alexandra, votre question, ta question. Voilà, c'était en dehors de la réglementation, quels seraient selon toi vraiment les vrais freins en fait à l'avancée de l'IA? Parce que actuellement, effectivement, enfin voilà, avec voilà, des méthodos ou autres, on peut contourner effectivement, on peut même utiliser le cadre réglementaire pour justement innover. Une fois qu'on a un cadre, effectivement, on connaît les limites et on peut se faire plaisir. Mm. Et pour moi, c'est effectivement une fausse contrainte dans le sens effectivement où je base toute mon expertise là-dessus et où j'accompagne sur effectivement l'innovation et la conformité. Et il y a effectivement en termes de... et tu l'as relevé plusieurs fois effectivement que en données féminines, en fait, la recherche biomédicale est à quasiment zéro. Donc ce serait plus en fait l'accès à ces données-là plutôt que la réglementation. En fait, enfin, pour faire simple, pour moi, la recette magique entre guillemets, c'est il faut des cerveaux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, rapatrier des cerveaux si on n'en a pas suffisamment qui soient capés sur le sujet maintenant, parce que c'est un sujet de maintenant. Donc, un, des cerveaux, deux, des ressources matérielles. Ça, c'est un gros sujet en Europe aussi, parce qu'en fait, les plus gros
cloud service providers, enfin les plus gros services de cloud, donc les plus grosses boîtes qui ont des serveurs dans le monde sur lesquels on peut entraîner ces algorithmes, sont des boîtes américaines majoritairement. Donc ça pose question sur je suis une boîte en Europe, comment je fais en fait? Enfin, j'entraîne mon algorithme sur un serveur en Europe, mais lequel? Si c'est Amazon, est-ce que c'est OK? La santé, Amazon, enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses qui vont pas. Donc il y a un sujet ressources matérielles, mais ça, enfin, je pense que de plus en plus les gens sont conscients en France et essayent de mettre en place des financements pour des supercalculateurs, etc. Et 3, en fait, des financements. En fait, la réglementation est un frein inévitable. Parce qu'en fait, c'est normal. C'est comme si vous me disiez, entre je peux prendre une raquette et monter sur le terrain direct, ou je dois prendre une raquette et lire un bouquin avec plein d'informations avant d'aller sur le terrain. Bah forcément, la personne qui prend la raquette et qui va sur le terrain, elle va plus vite. Enfin, c'est factuel, quoi. Mais les financements, le temps étant de l'argent, donc les financements peuvent aider justement à combler un peu tout ça, à faire en sorte qu'on ait une éthique qui soit représentative de notre culture aujourd'hui en Europe sur ces thématiques intelligence artificielle, mais du coup pour ça il faut des financements. Super, ben, en tout cas, Merci, merci beaucoup pour. Avec grand Euh, plaisir. Peut-être qu'on pourra faire un atelier plus approfondi démo une prochaine fois à prévoir, mais c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Inès. Ouais, là c'est le teasing, mais en tout cas si je Voilà, peux vous exact. laisser avec une phrase, vraiment n'attendez pas et testez en fait. Vous allez sur internet, vous tapez le chat, ça vous ouvre une page et vous discutez avec lui. En fait, testez, allez sur, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, ces outils, ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible à toutes et tous. Donc, n'ayez pas peur des mots compliqués et du jargon et allez tester et regarder des vidéos, renseignez-vous, parce que c'est maintenant en fait, et ça sera aussi demain. Donc, c'est important que vous fassiez partie du maintenant et du demain. Voilà. Je vous laisserai sur ces mots. Merci, Inès, Merci. et bonne journée à toutes et tous. Il y a juste Merci. une question de Catherine. Tu pourras y répondre, tu penses, sur le Ouais, chat, bien sûr. Catherine Bertrand-Ferrandis. Ok, super. Merci beaucoup. Génial. Merci. Salut. Merci, Inès. Merci tout le Bonne monde. journée. Bonne journée à tous.